Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e webinaire du cycle Télaconférence. S'il s'agit de votre premier webinaire avec nous ou que vous découvrez Télaconférence, eh bien, bienvenue. Télaconférence est un projet développé par l'association Tela Botanica et financé par l'Office français de la biodiversité et la Fondation Nature et Découverte. Et au fil de ces 6 webinaires, Télaconférence a pour mission de vous faire découvrir les interactions existantes entre la plante et son environnement à travers différentes facettes. Ce sont donc des notions d'écologie végétale que nos intervenants et intervenantes vous partagent. Vous assistez ici à l'avant-dernier webinaire de ce cycle de conférences. Mais si vous n'avez pas pu assister aux webinaires précédents, vous pouvez les retrouver d'ores et déjà sur les chaînes YouTube et Vimeo de Tela Botanica. Je vais maintenant laisser la parole à Julie et à Camille qui vont vous parler du déroulement de notre webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce webinaire va se dérouler sur un outil de visioconférence qui vous permet d'assister pendant 1 heure à ce webinaire. Donc il se déroulera en plusieurs temps. Dans un premier temps, on aura un temps d'introduction sur Tela Botanica. Ensuite, 30 minutes de présentation par Isabelle Chuine, suivi de 15 minutes de questions. Et nous finirons chacun de nos webinaires par une petite invitation à participer à un projet collaboratif pour découvrir la botanique et participer à la connaissance et à la préservation de la flore. Alors, d'un point de vue technique, pendant le webinaire, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre caméra ni votre micro. Pour poser vos questions, il vous suffira d'ouvrir le chat en cliquant sur la bulle de dialogue en bas de votre écran. Lorsque vous envoyez un message, veillez à bien sélectionner l'option Send to all panelists and attendees ou alors envoyer à tous les conférenciers et participants suivant votre version afin que tout le monde puisse voir votre message. Nous noterons toutes vos questions au fil de la présentation pour permettre à notre intervenant d'y répondre. Alors, n'hésitez pas à en poser tout ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre, vous pourrez revisionner ce webinaire ou le partager avec des amis. Il sera enregistré et accessible en replay sur les chaînes YouTube et Vimeo de Tela Botanica. Merci Camille pour ces explications limpides. Dans les conférences précédentes, nous avons fait de belles rencontres, de belles découvertes botaniques autour de sujets tout aussi passionnants. Nous avons découvert le monde incroyable des micropoles, l'environnement foisonnant des pollinisateurs. Nous avons parcouru les villes pour y découvrir leurs fleurs spontanées. Et finalement, nous avons traversé les milieux cultivés pour y rencontrer ces plantes qui font de la résistance, les plantes messicoles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les liens entre climat et végétation, l'impact du changement climatique sur les plantes et donc finalement comprendre la réponse des plantes au climat. Nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Chuine, qui est directrice de recherche au CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui travaille sur la phénologie des plantes. Isabelle, je te laisse la parole. Merci beaucoup Aurélie. Je vais prendre une seconde pour partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, super. C'est bon. Bien, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, effectivement, dans cette série de webinaires proposés par Tela Botanica, on vous parle de l'environnement des plantes. Et donc, mes prédécesseurs vous ont parlé des interactions qu'avaient les plantes avec les insectes, avec les micro-organismes du sol, l'environnement particulier des villes et des milieux cultivés. Aujourd'hui, on va parler des interactions qu'ont les plantes avec leur environnement physique et en particulier le climat. Alors, j'ai un petit peu changé le titre de mon intervention, qui était initialement une année dans la vie d'une plante, pour vous parler en fait plus généralement de la réponse des plantes au climat et notamment au changement climatique. Alors, au programme ce soir, tout d'abord, rapidement, nous introduirons les liens entre climat et végétation. Et puis ensuite, je vais prendre quelques minutes pour faire quelques rappels sur le changement climatique. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet en regardant comment la température, notamment et l'eau, déterminent le fonctionnement des plantes. Et nous finirons par évoquer les principaux impacts du changement climatique sur les plantes et entrevoir les impacts futurs.
Donc, nous commençons par ce lien entre climat et végétation. Pour introduire notre sujet, vous devinez peut-être que nous allons faire un petit bond en arrière dans l'histoire des sciences pour cela. Donc les relations entre climat et végétation, elles ont commencé à être étudiées scientifiquement par des naturalistes au XVIIIe siècle, et notamment par Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland, qui sont deux naturalistes et géographes prusses pour le premier et français pour le second. Et ils ont parcouru les Amériques et notamment cartographié les étages de végétation le long des versants des volcans andins, comme le Chimborazo que vous voyez sur la gravure à droite, donc un volcan qui se trouve en Équateur. Il faut rappeler aussi que c'est à cette époque que les premiers thermomètres sont rentrés en activité, on va dire, même si l'ancêtre du thermomètre remonte au XVIIe siècle. Et à la même époque, le botaniste franco-suisse Augustin Pyramus de Candolle, publia en 1820 son essai élémentaire de géographie botanique où il définissait 5 groupes climatiques à l'échelle mondiale établis sur la base de la végétation qu'on rencontre dans ces régions. Et ce qu'on va appeler, nous, maintenant des biomes. Et après sa mort, Vladimir Köppen, qui était un physiologiste des plantes allemand, grâce à ses premiers travaux de Candolle, a proposé la première carte des climats de la Terre sur la base des cartographies de la végétation. Et donc, il l'a publié en 1900. Et vous voyez, c'est sur la carte qu'on voit à droite, 5 grands types de climats. Climat équatorial, aride, tempéré chaud, tempéré froid, polaire. Et cette classification est toujours utilisée et elle n'a fait qu'être raffinée ensuite grâce aux observations météorologiques. Donc c'est la répartition de la végétation à la surface du globe qui fut à l'origine de la première cartographie des climats de la Terre. Et si de Candolle, von Humboldt et Köppen avaient intuité cette relation très, très étroite entre type de végétation et conditions climatiques, il a fallu ensuite attendre un peu l'essor de la physiologie végétale, de l'écologie et maintenant aussi de la biologie moléculaire et cellulaire pour élucider le pourquoi et le comment de cette relation. Donc, en 1900, on avait, grâce à Köppen, la première carte des climats de la Terre. Et ce climat, depuis, n'a fait que changer et assez rapidement. Et heureusement, maintenant, on a des outils sophistiqués pour refaire ces cartographies tous les ans si on le voulait, mais tous les ans, ça servirait pas à grand-chose parce qu'un climat, ça se définit sur au moins 30 années de météorologie. Si on regarde un peu comment le climat a évolué et évolue maintenant, eh bien, déjà, il faut souligner que notre climat a effectivement toujours changé là, je vais repartir encore une fois d'une perspective historique, puisque les premières informations que l'on a pu avoir de l'impact d'un changement climatique sur les êtres vivants, et en particulier la végétation, nous viennent de la paléontologie, la paléobotanique. Nous savons qu'au cours du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire vers moins 21, moins 18 000 ans, une partie de l'Europe était couverte par la glace et la végétation s'était retirée vers le sud, et notamment dans les refuges situés en Espagne, en Grèce, en Italie. Et au cours du réchauffement de l'Holocène, donc la période dans laquelle nous nous trouvons, et ce réchauffement fut à son apogée vers au moins 6 000 ans, bien la végétation est remontée vers le nord, comme vous le voyez ici sur ces cartes où l'on voit donc les points, correspondent à des carottages en fait dans les sédiments où on retrouve des pollens fossilisés. Et on a pu retracer la migration ici du chêne, recolonisation qu'on appelle la recolonisation post-glaciaire du chêne en Europe. Donc,
Maintenant, si on en vient à ce changement climatique dans lequel nous nous trouvons, donc le changement climatique d'aujourd'hui, de quoi on parle exactement? Au niveau de la France, on parle d'à peu près 1 degré de réchauffement par rapport, alors, vous voyez ici sur ce graphique, c'est l'évolution des températures en écart à une moyenne qui est ici représentée par la période 1961-1990, donc ici. Donc tout ce qui est en rouge sont les années plus chaudes que cette période et tout ce qui est en bleu, les années plus froides que la moyenne de cette période. Donc par rapport à cette période, on atteint aujourd'hui à peu près un peu plus de degrés de réchauffement et si on compare au début du siècle, on est à presque 2 degrés de réchauffement. Et en termes de pluviométrie, eh bien, on a une France qui est un peu coupée en deux, nord-ouest, sud-est, avec au nord un peu plus de précipitations cumul annuel et au sud un peu moins. Alors, ce changement climatique, comme vous le savez, est dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. Le CO2, mais aussi le méthane, les oxydes nitreux et puis d'autres gaz encore appelés gaz à effet de serre que nous relâchons dans l'atmosphère, notamment suite à nos activités, à la combustion des énergies fossiles. Eh bien, en fait, ils empêchent le rayonnement infrarouge émis par la Terre de repartir dans l'espace. Or, ce rayonnement, il produit de la chaleur, c'est le même rayonnement qu'émet un radiateur électrique et les plaques vitrocéramiques, par exemple. Et dans un climat à l'équilibre, le rayonnement émis vers l'espace, il compense à peu près, sur le plan énergétique, le rayonnement que la Terre reçoit, elle, du Soleil, puisque 70% du rayonnement solaire qui pénètre dans notre atmosphère et atteint la surface. Et dans ce rayonnement, il y a notamment le rayonnement infrarouge. Et donc, cette chaleur supplémentaire qui reste dans notre atmosphère, elle est, vous voyez, absorbée dans sa quasi-totalité par les océans. Et puis 3% fait fondre les surfaces glacées neigeuses, 3% réchauffe le sol et 1% réchauffe l'air. Et l'énergie, l'énorme quantité d'énergie stockée, emmagasinée dans les océans n'y reste pas indéfiniment. L'océan échange aussi de l'énergie des gaz avec l'atmosphère, mais sur des pas très très longs. Alors ces gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, mais les 3 principaux représentés ici à droite, le CO2, le méthane, les oxydes nitreux, ils ont des caractéristiques un peu différentes. Ils ont des pouvoirs réchauffants différents. Vous voyez que le méthane réchauffe 25 fois plus que le CO2 et les oxydes nitreux presque 300 fois plus. Ils ont aussi un temps de vie, un temps de rémanence dans l'atmosphère qui peut être très très long, de l'ordre de 100 ans et même 120 ans pour les oxydes nitreux. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a émis ces gaz, eh bien, ils y restent longtemps. Et sur ces graphiques, vous avez l'évolution de ces gaz et concentration atmosphérique de ces gaz ici sur ces graphes à droite sur 10 000 ans. Et donc, vous voyez que ça apparaît vraiment comme un pulse soudain, une augmentation vraiment très brutale de ces gaz. Et si on replace ça dans l'histoire plus lointaine, ici sur ce graphique, vous avez uniquement le CO2, mais sur 800 000 ans d'histoire, et on voit notamment bien les alternances des cycles glaciaires en bas et interglaciaires, eh bien, nous arrivons à des concentrations jamais vues sur ces 800 000 ans et en fait, on estime jamais vues depuis à peu près 15 millions d'années. Donc, comme je disais, ces émissions annuelles, elles se cumulent en fait, d'année en année puisque ces gaz restent dans l'atmosphère. Là, vous avez les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre selon les trajectoires que nous allons décider de prendre en termes démographiques, en termes de politique climatique, environnementale. Et ces émissions annuelles se traduisent ensuite en concentration atmosphérique. Alors, un mot sur ces scénarios, vous avez en vert
le scénario sur lequel on aurait voulu être, hein, le RCP 2.6, et qu'on a abandonné, on a quitté les traces de ce scénario, puisqu'on n'a pas été capable, vous voyez, on est en 2020 quand même, donc en 2020, on n'a pas été capable de réduire nos émissions. Et maintenant, on espère rester sur le scénario, la trajectoire du scénario 4.5, qui est le scénario où on arrivera à la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est qu'à partir de 2050 où on va arrêter d'emmagasiner dans l'atmosphère ces gaz, et où on va pouvoir stabiliser plus ou moins les concentrations atmosphériques de ces gaz. Et ces concentrations atmosphériques, quand on les donne ensuite à des modèles climatiques, eh bien, ils estiment comment la température atmosphérique va évoluer. Vous voyez que pour ce scénario 4-5, on atteint des niveaux de réchauffement de 2 à 3 degrés par rapport à quasiment l'an 2000. Donc par rapport à 2100, vous rajoutez 1 degré de plus. Donc pour la France, ça se traduit par de la même façon, donc un réchauffement d'un peu plus de 2 degrés. Donc si on reste sur ce scénario 4-5, ici en orange, et si jamais on échouait à rester sur les traces de ce scénario, eh bien on atteindrait un réchauffement de plus de 4 degrés. Et en termes de pluviométrie, vous voyez que cette fois, la carte est plutôt rose et rouge, c'est-à-dire pour quasiment toutes les régions, on va plutôt vers une baisse de la pluviométrie en cumul annuel. Et même si on regarde ce qui se passe sur l'été, la période de croissance de la végétation, on a des déficits partout et qui peuvent être très, très importants. Donc voilà, on va vivre dans un climat plus chaud et plus sec. Et les plantes aussi. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que ça signifie pour une plante de vivre dans un climat plus chaud et plus sec. Alors, comme vous le savez, l'eau sous forme liquide est nécessaire à toute forme de vie sur Terre, parce qu'elle possède en fait les propriétés physico-chimiques qui permettent de transférer efficacement des substances d'une cellule à une autre dans un organisme vivant, et d'une cellule à son environnement et inversement. Et de ce fait, tous les êtres vivants ont acquis au fil de l'évolution des adaptations qui leur permettent de survivre dans des conditions où l'eau liquide fait défaut, mais dans une certaine mesure. Donc l'accessibilité à l'eau est l'un des 2 facteurs majeurs qui déterminent en fait la répartition des espèces sur Terre. Et les espèces végétales sont parmi les plus sensibles au manque d'eau, puisqu'elles ne peuvent pas se déplacer pour trouver de l'eau. Alors la plante, elle va utiliser cette eau pour sa croissance cellulaire, parce que pour faire cette croissance, elle a besoin que les cellules soient en turgescence, c'est-à-dire qu'elles soient remplies d'eau. Elle a aussi besoin de cette eau pour extraire du sol les nutriments dont elle a besoin et les véhiculer dans tous ses organes. Et une fois que cette eau arrive aux feuilles, elle est rejetée dans l'air, car les feuilles, en ouvrant leur stomate pour prendre le CO2, elles perdent aussi automatiquement de l'eau. D'ailleurs, c'est cette transpiration des feuilles qui permet de réguler leur température, sans quoi elles seraient vite grillées par le soleil en été. Et enfin, la plante, elle a besoin d'eau pour réaliser la photosynthèse, d'où elle tire son énergie grâce à celle du soleil, et d'où nous tirons aussi nous, notre énergie pour vivre. Donc nous avons que la pluviométrie, elle est diminuée en France. Donc la quantité d'eau disponible pour les plantes sera moindre. Mais même sans cela, elle serait moindre de toute façon du fait de l'augmentation de la température, puisque cette augmentation de température engendre un assèchement du sol, car l'eau stockée dans le sol après la pluie est ensuite évaporée à la surface de ce sol, et d'autant plus vite que la surface du sol sera chaude. Et puis les plantes transpirent, et d'autant plus qu'il fait chaud, puisque c'est un moyen à vue pour elles de contrôler la température, notamment du feuillage.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'eau vient à manquer à la plante? Eh bien, la première chose qui va se passer, c'est qu'elle va s'arrêter de pousser, elle va arrêter sa croissance, parce que la elle pourra plus, enfin, la turgescence des cellules ne sera plus suffisante pour assurer cette croissance. Et puis, si la situation empire, elle va ensuite arrêter de photosynthétiser et elle va devoir fermer ses stomates pour garder de l'eau, puisque je vous l'ai dit, donc les stomates, ce sont des structures que l'on trouve sous les feuilles qui permettent les échanges de gaz avec l'air. Donc, en faisant rentrer le CO2, on perd aussi de l'eau. Et puis, si la situation continue à se dégrader, la pression dans les vaisseaux conducteurs de la plante qui véhiculent l'eau et les nutriments va devenir telle qu'il va y avoir des formations de bulles dans ces vaisseaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir embolie, un peu comme les embolies gazeuses dont sont parfois victimes les plongeurs en bouteille quand ils remontent trop vite à la surface. Et la plante, elle ne peut pas réparer en général ces embolies. Donc c'est la mort, au mieux de quelques branches embolisées, au pire de la plante entière. Si on regarde maintenant ce que la température, elle régule au niveau de l'activité physiologique et métabolique des plantes, et on s'aperçoit que chaque espèce possède une courbe de tolérance à la température, que vous voyez ici, qui lui est propre, avec un optimum thermique qui permet des performances maximales en termes de survie, de succès reproducteur et de croissance, et aussi des températures dites critiques, au-delà desquelles l'organisme ne peut survivre plus de quelques minutes ou quelques heures. Alors, ces courbes de tolérance sont en général asymétriques, comme vous voyez, avec une pente beaucoup plus... On a toujours une pente beaucoup plus forte vers les hautes températures. Donc, on atteint plus vite, une fois passé l'optimum, on atteint plus vite la température critique haute. Alors, la température, elle va réguler un grand nombre de processus dans la plante. Elle va réguler la photosynthèse et la respiration. Et vous voyez ici les deux réponses de ces processus à la température qui montrent tous deux bien un optimum. Et puis, vous voyez que l'optimum est plus élevé pour la respiration, ce qui veut dire quand il fait plus chaud, en fait, la plante, elle va respirer davantage qu'elle photosynthétise. Donc, ça veut dire qu'elle va émettre plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Et la température va aussi déterminer le taux d'activité métabolique et donc la croissance des plantes, et aussi les vitesses de croissance cellulaire, et donc le développement des plantes. Et ça, on va creuser ça dans quelques minutes. Alors, les risques associés à des températures qui dépassent les seuils critiques, eh bien, si c'est des températures trop basses, donc c'est le gel, c'est-à-dire le passage de l'état, le passage de l'eau de l'état liquide à solide qui va détruire les parois cellulaires, les membranes, hein, donc détruire les tissus. Et si on dépasse le seuil critique haut, donc dans les hautes températures, là, c'est l'intégrité moléculaire qui est remise en cause, notamment celle des protéines, donc la conformation des protéines, leur structure moléculaire. Et c'est aussi irréversible. Et donc, dans les deux cas, on a mort des tissus. Donc, avec le changement climatique, on s'éloigne des températures critiques dites froides. Donc, si on était sur cette portion de la courbe, on se rapproche de l'optimum, donc ça c'est bien, mais si on est déjà à l'optimum, voire déjà dépassé l'optimum, eh bien irrémédiablement, on se dirige vers les températures critiques chaudes. Alors, les plantes, il faut savoir aussi qu'elles ont une certaine capacité à s'adapter à des conditions de température qui changent au cours de la journée et d'une journée à l'autre, et même d'une année à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique dans notre jargon et qu'on peut appeler aussi l'acclimatation. Alors, il s'agit en fait de maintenir des performances maximales pour une plus large gamme de conditions, donc de température,
en faisant bouger un peu ces températures optimales. Et derrière cette acclimatation, en fait, ce sont des processus de régulation de l'expression des gènes qui rentrent en jeu et donc qui permettent, dans une certaine mesure, de s'adapter à des conditions un peu différentes dans le temps. Alors, je vais faire maintenant un petit focus sur l'effet de la température sur le développement des plantes, car le développement, c'est un peu le chef d'orchestre des processus physiologiques au sein de la plante. Et je vais prendre ici l'exemple des plantes ligneuses que je connais le mieux. Donc, au cours d'une année de vie, il se passe plein de choses à l'intérieur d'une plante, à l'intérieur même d'une cellule. Et à part dans les régions équatoriales où il fait toujours chaud et humide et où les plantes peuvent pousser tout le temps, dans les autres régions, il y a toujours une saison pendant laquelle les conditions ne vont pas être bonnes pour la croissance. Chez nous, c'est l'hiver, car il fait trop froid et il y a peu de lumière. Il faut donc que la plante arrête de pousser à ce moment-là, qu'elle arrête presque de fonctionner pendant ces périodes un peu à risque. Et donc, c'est cette contrainte qui impose un certain tempo à la plante et qui est le suivant. Si on part du bourgeon, donc les bourgeons, il faut savoir qu'ils sont en fait formés pendant l'été. Et ils doivent ensuite rester, on dit, dormants jusqu'au printemps suivant. Alors, après leur formation, ils ne se développent pas car les nutriments et l'eau sont accaparés par les organes qui sont encore en croissance et en activité, notamment les fruits et les feuilles. Et une fois que les fruits et les feuilles sont tombés, eh bien, il y a un autre type de dormance. Les bourgeons rentrent dans un état dit de dormance, dormance hivernale, qui s'installe et qui empêche toute activité dans le bourgeon, même si on peut avoir pendant l'hiver, par exemple, des pics un radoucissement qui serait favorable à la croissance. Les bourgeons ne vont pas bouger. Et on ne connaît pas grand-chose en fait à la façon dont est régulée cette dormance, mais on sait qu'elle va être levée par une exposition prolongée au froid. Et donc, suite à cette exposition prolongée au froid pendant l'hiver, le bourgeon sort de cet état de dormance et il va rentrer dans une nouvelle phase pendant laquelle les cellules des tissus qui le renferment vont croître dès que la température sera suffisamment élevée. Et aussi chez certaines espèces, la durée du jour sera plus longue. Et cette croissance, elle aboutit à l'éclatement du bourgeon, que ce soit les bourgeons à feuilles ou à fleurs, ou les deux. Et ces feuilles et ces fleurs vont achever alors leur développement et leur croissance pendant le printemps. Et l'été ensuite pour les fleurs qui se transforment en fruits. Alors, par quoi est piloté ce cycle, ce développement? Eh bien, essentiellement par la température. Donc, il va falloir d'une part que les bourgeons subissent un certain nombre de jours de froid pour sortir de leur dormance hivernale. Et quand je dis froid, ce sont des températures de l'ordre de 11-12 degrés chez certaines, enfin en dessous de 12-10 degrés pour certaines espèces. Jusqu'à des températures en fait, qui peuvent être un peu négatives chez d'autres espèces. Il va falloir ensuite que il va falloir des températures plus chaudes pour activer la croissance cellulaire. Et cette fois, ce sont des températures avec des optimums plutôt situés entre 20 et 30 degrés qui vont agir. C'est parce que ce cycle de développement est très fortement piloté par la température que d'une année sur l'autre, on va avoir des débourrements et des floraisons qui seront plus ou moins précoces ou plus ou moins tardifs, comme illustré sur ces images satellites qui vous donnent une image du redémarrage de la végétation dans le Massachusetts aux États-Unis sur 6 années consécutives. Et vous voyez qu'en 2001, ici,
on avait une année précoce, donc les couleurs vous donnent la précocité du redémarrage de la végétation, alors qu'en 2003-2005, on avait des années plus tardives. Et vous voyez aussi que d'une région à l'autre, on peut avoir jusqu'à 20 jours d'écart dans la reprise de la végétation, donc le débourrement, à cause de différentes conditions de température. Donc nous allons maintenant voir quels sont les impacts du changement climatique en cours sur la végétation dans les dernières minutes qui nous restent. Alors un premier effet majeur du changement climatique, eh bien, vous l'aurez deviné, c'est la modification du déroulement du cycle annuel de développement des espèces. Le réchauffement, il a en fait avancé la reprise d'activité au printemps et il a retardé la fin d'activité à l'automne. Donc, alors c'est illustré ici par quelques exemples. Là, vous avez une très longue série. Et encore, je vous montre qu'une toute petite partie de la série. C'est la plus vieille série phénologique qui existe au monde, celle de la floraison des cerisiers au Japon. Et vous voyez ici la précocité qui s'installe dans les dernières années de la série. Là, ce sont des floraisons de pommiers en Espagne. Pareil, vous voyez au fil des années une précocité. Et en revanche, pour la coloration des feuilles, des colorations de plus en plus tardives. Donc, pourquoi on observe ces tendances? Enfin, pourquoi on a observé ces tendances jusqu'ici? C'est que comme il fait plus chaud au printemps, la croissance cellulaire est plus rapide et donc le développement des bourgeons est accéléré. Donc les feuilles et les fleurs sortent plus vite du bourgeon. Et en revanche, à l'automne, les signaux pour la plante que l'hiver arrive, notamment la baisse des températures nocturnes, eh bien, ces signaux ils arrivent de plus en plus tard, donc les feuilles rentrent en sénescence plus tard. Alors, le démarrage de la végétation plus tôt au printemps a des conséquences, notamment une augmentation des risques de gel tardif, dit tardif, donc les gels de printemps, puisque la végétation elle démarre avant l'arrivée des derniers gels de printemps. Et ça pose beaucoup de problèmes en ce moment à nos viticulteurs et nos arboriculteurs, et encore cette année. Ensuite, l'allongement de la période d'activité, puisqu'on commence plus tôt, on finit plus tard, elle a pour conséquence une augmentation du stress hydrique. Donc, puisque la végétation, elle va commencer à puiser les réserves en eau du sol plus vite, plus tôt, et puis elle va les puiser aussi plus longtemps. Donc le gain de temps de croissance gagné au printemps et un peu aussi à l'automne, eh bien, il va être perdu parce que pendant un stress hydrique, en été, la plante va plus photosynthétiser. Et après, c'est la survie même des plantes qui peut être compromise si ce stress devient trop long ou trop important, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, ces modifications dans les cycles de développement impactent également les interactions qu'ont les plantes avec d'autres espèces, et en particulier les parasites, les pollinisateurs et les herbivores. Car ces interactions, elles sont déterminées par le stade de développement de chacune des espèces qui est en interaction. Par exemple, le stade chenille ici d'une espèce de papillon qui se nourrit exclusivement de jeunes feuilles, ce stade chenille pourrait être parfaitement synchrone avec, il doit être parfaitement synchrone avec le stade jeune feuille pour la survie de cette espèce de papillon. Et si le cycle de ce papillon se désynchronise de celui de la plante hôte, bien, ce sera pourrait être bénéfique pour la plante. Et effectivement, on voit que les cycles se désynchronisent et du coup, les chaînes alimentaires, elles se rompent. Et on estime qu'en moyenne, sur 10 chaînes alimentaires, 6 espèces pourraient disparaître du fait de ces désynchronisations. Une autre conséquence du changement climatique et qui découle en partie du premier, c'est que les espèces sont en train de bouger. Elles remontent vers les sommets des montagnes, comme illustré par cette étude qui a cartographié
plus de 200 ans après Alexander von Humboldt, la végétation du Chimborazo, et qui a trouvé qu'elle était remontée de 500 mètres en altitude, ce qui est énorme. Et cette végétation, elle remonte aussi en latitude, donc vers les pôles, comme par exemple ici le Hou dans cette étude. Et ces migrations-là vers les pôles pour la végétation, elle se fait sur des temps beaucoup plus longs puisque les distances à parcourir sont plus grandes et la végétation a des capacités de dispersion beaucoup plus limitées que les espèces animales. Alors, ce qu'on ne voit pas sur les deux exemples que je viens de montrer, c'est ce qui se passe aux marges dites chaudes des aires de répartition des espèces, donc chez nous au sud des répartitions. Dans ces marges chaudes, on observe des extinctions locales, des dépérissements, comme le montre cette carte qui vous indique les zones de dépérissement massif des forêts dans le monde. Donc, on observe que le fonctionnement de la végétation devient fortement compromis dans de nombreuses régions à cause des canicules et des sécheresses qui se répètent. La végétation, elle peut récupérer d'une canicule, d'une sécheresse, si celle-ci reste peu fréquente, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il faut du temps pour récupérer complètement de ce type d'événement. C'est très coûteux pour la plante. Et donc, quand ces conditions deviennent trop fréquentes, la végétation dépérit petit à petit, voire brutalement, parce qu'une fois que la végétation est affaiblie, elle devient la proie de nombreux pathogènes et de ravageurs qui les achèvent. Et avec un réchauffement global de l'ordre de 3-4 degrés, on sait que la sécheresse, par exemple, de 2003, qui a fait beaucoup de dégâts, aura une fréquence de retour de 4 à 5 ans, au lieu de 150 ans, comme on a pu l'observer dans le passé. Donc le changement climatique, c'est actuellement la 3e cause de perte de biodiversité après la destruction des habitats, les prélèvements directs par la chasse et la pêche et la pollution. Et on prévoit que ça deviendra la première cause d'ici la fin du siècle. Alors pour terminer, juste si on voir ce qui va se passer dans le futur en 2-3 minutes, ce qui va se passer demain, enfin dans les décennies à venir. En ce qui concerne le cycle de développement, on a vu qu'il fallait du froid pendant l'hiver pour sortir de dormance pour la végétation, puis ensuite il fallait de la chaleur pour débourrer. Et jusqu'ici, même si dans certaines régions, le nombre de jours de froid a diminué pendant l'hiver, la dormance pouvait toujours être levée. Et comme il faisait plus chaud au printemps, eh bien, l'éclosion des bourgeons arrivait en fait plus tôt. Mais après 2050, et notamment dans le sud de la France, on prévoit qu'il n'y aura plus assez de froid pour lever la dormance, ce qui veut dire que les plantes ne pourront plus développer leurs feuilles et leurs fleurs. Et en termes de répartition géographique, eh bien, on prévoit que les déplacements qu'on observe déjà vont s'amplifier et que aussi les extinctions locales dont je parlais vont s'amplifier. J'illustre ici ces points avec des projections faites pour le hêtre en Europe. Donc, vous voyez que là, le hêtre, on prédit que les conditions climatiques risquent d'engendrer son extinction dans une très très grande partie de la France. Alors en revanche, il y a d'autres espèces qui pourraient apparaître en France, comme le hêtre va apparaître ici en Norvège ou en Russie. Là en bleu, vous voyez les nouveaux territoires qui vont s'offrir à cette espèce alors qu'il ne peut pas y vivre actuellement, mais encore faut-il qu'il soit capable de migrer assez vite pour venir coloniser ces espaces assez vite relativement à la vitesse de déplacement du climat
ce qui n'est pas le cas en fait pour la plupart des plantes. Donc j'en termine ici et je termine en faisant une minute de publicité pour d'une part, l'Observatoire des saisons, qui est un programme de sciences participatives qui invite à contribuer à la recherche sur l'impact du changement climatique, notamment en observant les rythmes saisonniers des plantes et de certains animaux. Et pour un guide aussi, un guide naturaliste, Les plantes au rythme des saisons, aux éditions Biotope, qui est un guide qui vous initie à l'observation des rythmes saisonniers avec de très belles aquarelles et descriptions de plus de 70 espèces. Et enfin, une exposition qui va bientôt, qui sortira à la rentrée sur justement l'impact du changement climatique sur la biodiversité, donc ce dont on vient de parler, qui sera notamment, vous voyez, on l'espère, accessible à un public très jeune. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'ai oublié de remercier mon collègue Iñaki Garcia de Cortázar qui m'a proposé certaines des illustrations que je vous ai montrées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. On a recensé pas mal de questions. Merci à vous pour vos contributions. On va peut-être pas avoir le temps de toutes les traiter, mais on va essayer d'en traiter le plus possible. Première question Isabelle. Tu as parlé du fait que les gaz à effet de serre qui étaient présents dans l'atmosphère se mettaient à disparaître au bout de 100-120 ans. La question est, où vont-ils? Est-ce qu'ils se stockent ailleurs que là où ils ont été extraits? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi un impact positif ou négatif sur la nature de ce restockage? Non, alors ils ne sont pas restockés. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent exactement? Je ne pourrais pas vous dire, mais en fait, ils sont en quelque sorte, je pense, détruits, c'est-à-dire qu'ils sont plus sous la forme moléculaire qu'ils étaient. Voilà, mais ce n'est pas une question de restockage. C'est vraiment un temps de vie moléculaire, on va dire. D'accord. Prochaine question. A-t-on déjà constaté des adaptations durables des plantes au réchauffement climatique en termes de taille et forme des feuilles, de développement des racines ou autres? On parle là d'adaptation au changement en cours ou au changement passé? Alors, Parce j'imagine que que si c'est le changement passé, oui, les plantes ont... il faut comprendre qu'en fait, les êtres vivants sont en perpétuelle adaptation. Je veux dire, la sélection naturelle est toujours en action. Et c'est cette sélection naturelle qui a engendré aussi l'évolution des espèces. Ça s'est fait aussi en fonction des contraintes environnementales dans lesquelles vivaient ces espèces. Donc, bon, je pourrais citer des exemples d'évolution liées à des changements climatiques, notamment par exemple la réduction de la taille des graines, ce genre de choses qui donnent lieu à des spéciations et qui permettent du coup à ces nouvelles espèces de vivre dans un environnement différent de ces ancêtres. Mais si on parle du réchauffement actuel, chez les plantes, non, on n'en connaît pas. En fait, ce qui se passe, c'est que, là où on connaît quelques exemples, c'est chez des organismes qui ont des temps de génération très courts, comme les insectes, où là, la sélection naturelle est très, très, très efficace et où ces organismes en fait, s'adaptent quasi instantanément. Ils arrivent à quasiment s'adapter instantanément au changement climatique, ce qui n'est pas le cas des plantes, parce que, au mieux, elles font une génération par an, voire il faut plusieurs années avant de faire une nouvelle génération. Donc les plantes sont limitées par leur temps d'évolution. Et toute la question là et tout le problème, en fait, je dirais, c'est justement la vitesse d'évolution du climat qui est jamais vue, en fait. Voilà, et qui n'est plus compatible avec la vitesse d'évolution génétique des espèces, enfin de beaucoup d'espèces. Super, merci beaucoup. Autre question, est-ce qu'il existe une liste d'espèces les plus sensibles au changement climatique? Est-ce que ces espèces sont forcément en voie de disparition?
sachant que certaines sont peut-être présentes ailleurs dans le globe et qu'elles ont peut-être des stratégies pour s'adapter? Non, je ne crois pas qu'il y ait une liste. Alors, il y a vous savez peut-être une liste d'espèces en danger, donc la liste rouge de l'IUCN. Par contre, des listes d'espèces particulièrement en danger face au changement climatique, non, il y en a. Je ne crois pas qu'il y en existe. Euh, alors, mais voilà, les espèces qui sont, comme je vous ai dit, que le climat, enfin les conditions climatiques dans lesquelles vivent actuellement les espèces sont en train de remonter vers les pôles. Toutes les espèces ou remonter vers les sommets, toutes les espèces qui vivent déjà dans ces régions subalpines et régions polaires, eh bien, leur répartition ne fait que se rétrécir, forcément. Donc, elles sont c'est celles qui sont les plus à risque, et celles qui sont sessiles, fixées comme les plantes, sont aussi plus à risque que celles qui sont mobiles, parce qu'elles ne peuvent pas suivre leurs conditions climatiques optimales. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors là, c'était des questions qui ont été posées avant que tu l'abordes. Est-ce que l'absence de période froide en hiver peut empêcher la levée de dormance et donc la reprise au printemps? Et donc la question qui a peut-être pas été abordée, c'est est-ce que nos espèces de milieux tempérés pourraient se passer de cette dormance? Non. Non, et excusez-moi, je reprécise quelque chose sur la question précédente, c'est les espèces rares et endémiques aussi sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Et on comprend assez aisément pourquoi. Donc non, la réponse c'est non. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène de dormance, c'est une adaptation qui s'est elle concerne les plantes, mais pas seulement les plantes en fait. Elle concerne aussi certains animaux, mais ça ne s'appelle pas dormance. Dans ce cas, c'est vraiment une adaptation qui s'est forgée au fil de l'évolution sur des milliers, des millions d'années pour pouvoir vivre dans des régions où les conditions climatiques vont varier beaucoup au cours de l'année et où, du coup, au cours de l'année, il y aura une période qui ne sera pas favorable à l'activité en fait, de ces plantes ou de ces animaux. Donc non, voilà. C'est là, il faudrait de nouveau des milliers et millions d'années d'évolution pour supprimer cette adaptation. Est-ce- Autre question, est-ce que l'on constate un changement génétique dans les populations d'une même essence qui serait plus résistante que d'autres au réchauffement climatique si on considère un même endroit? J'ai pas bien compris. Le son n'était pas très loin. Est-ce que tu peux me Oui. répéter la question, s'il te plaît, Aurélie? Est-ce que l'on constate un changement génétique dans des populations d'une même essence qui serait plus résistante que d'autres au réchauffement climatique si on considère un même endroit? Alors, en fait, là, on parle de la diversité génétique au sein des populations et au sein des peuplements, par exemple forestiers, je pense. Donc, oui, il y a donc une certaine diversité génétique au sein, mettons, une population d'une espèce qui vit à un endroit donné. Et c'est justement cette diversité génétique qui permet la sélection d'être efficace. Plus cette diversité va être élevée, plus la sélection sera efficace. Donc oui, il doit exister, mais après, on l'a pas, enfin, on l'a pas forcément observé, mais justement, c'est ce qu'on va essayer de trouver, c'est-à-dire de trouver dans les populations les individus qui portent les gènes leur permettant de résister aux nouvelles conditions climatiques. En fait, quand on fait ça, c'est un peu comme si on faisait de la sélection variétale, hein. C'est ce que l'homme a fait depuis qu'il s'est mis à cultiver, à élever des animaux d'élevage. C'est qu'on va aller rechercher les gènes qui vont être avantageux. Donc,
ça, c'est une piste en fait pour l'adaptation. Et c'est une piste aussi, c'est un levier possible d'action pour l'homme, c'est-à-dire d'augmenter la diversité génétique dans les populations et d'augmenter aussi les tailles de population. Augmenter les tailles de population, on peut le faire facilement, déjà en arrêtant de détruire les habitats naturels, en arrêtant la pollution et puis les prélèvements directs et augmenter la diversité génétique. On a aussi des moyens de le faire, mais c'est des moyens assez coûteux. C'est-à-dire que, enfin, là, on parle en fait un peu de migration assistée par l'homme, c'est-à-dire qu'on va venir, par exemple, pour une plante, apporter des graines d'une population donc qui vit plus au sud dans des populations plus au nord. On pourrait aussi penser à apporter du pollen de manière à voilà, apporter dans les populations potentiellement des gènes préadaptés aux nouvelles conditions. Et alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, dernière question. On observe des refloraisons à l'automne. L'origine est-elle climatique? Ah oui, effectivement, alors j'en ai pas parlé, mais on a observé ces 5-6 dernières années des floraisons, même des feuillaisons d'automne, automne et hiver. Alors, c'est des choses qui ont pu arriver par le passé. Par exemple, la sécheresse de 76 avait aussi provoqué des floraisons d'automne. Donc oui, c'est clairement climatique et c'est lié à… Alors, par contre, on connaît encore pas très bien les causes exactes, mais c'est lié soit à des étés chauds et secs, comme dans le cas de 76, soit à des automnes très doux, automne et hiver très doux. Mais comme voilà, on est sur des phénomènes qui sont peu documentés parce qu'ils étaient jusqu'ici extrêmement rares et on manque encore un peu d'observation, de données pour creuser, enfin comprendre mieux ce qui se passe là et essayer de prévoir essayer de prévoir aussi ces phénomènes dans le futur et leurs conséquences, en fait, elles sont assez graves parce que refaire des fleurs à l'automne, ça sert à rien puisque enfin, les fruits bah, déjà, la fécondation des fleurs ne va pas forcément se faire et puis le développement des fruits derrière non plus. Donc c'est une perte en fait de ressources pour l'arbre et puis refaire les feuilles, c'est pas non plus une bonne idée, sauf si on est vraiment dans un climat tropical, parce que ces feuilles, elles vont d'une part être endommagées pendant l'hiver par le gel et de toute façon, les conditions de température et de lumière vont faire que leur activité photosynthétique, si elles arrivent à photosynthétiser, sera pas très rentable. Super, merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci à tous pour ces échanges très riches. À la fin de chaque webinaire, nous vous proposons une action concrète pour découvrir la botanique et contribuer à la connaissance de la flore et sa préservation. Aujourd'hui, nous avons parlé de changement climatique, de son impact sur les végétaux. Mais alors, comment pouvons-nous, citoyens, citoyennes, contribuer à notre échelle pour mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les organismes vivants? Isabelle vous a présenté l'Observatoire des saisons, elle l'a évoqué à la fin. C'est un programme de sciences participatives qui est accessible à tous. Donc, que vous ayez des connaissances naturalistes, que vous soyez un débutant, que vous ayez un jardin ou non, vous pouvez participer. Le principe est de choisir un lieu que vous visitez régulièrement. Ça peut être votre jardin, un parc public, une cour d'école. Choisissez ensuite des individus que vous souhaitez observer au fil des saisons en vous basant sur une liste d'espèces que nous vous proposons. Puis à chaque saison, observez les événements qui rythment la vie de votre plante, de votre arbre ou de votre animal. Par exemple, les événements sont quand est-ce que cette plante fleurit, quand est-ce que cet oiseau migrateur revient sur son site de nidification ou encore quand est-ce que tel papillon apparaît. Notez la date de ces événements et transmettez-nous ces informations.
Si vous êtes enseignant ou que vous travaillez dans l'éducation à la nature, nous vous proposons un éventail de ressources pédagogiques et d'activités pratiques pour vous guider et impliquer vos élèves. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de l'Observatoire des saisons. J'espère que cette heure passée avec nous vous aura inspiré, émerveillé, motivé et qu'elle vous aura donné envie d'agir en faveur de la nature. Merci à tous pour votre attention et merci encore à Isabelle Schwinn pour son intervention passionnante. Un énorme merci à Camille et Julie pour votre soutien. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 29 juin à 17 h pour découvrir le monde fabuleux des lichens avec Laure Turcati et Elodie Masseguin. Comme aujourd'hui, pas besoin d'inscription, il vous suffira de vous connecter sur le lien du webinaire que vous trouverez dans le programme de téléconférence. Très bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt.